Et en fait, crois-tu à l'existence des cryptides? Il y a quelque temps, je vivais au milieu de nulle part dans l'Oklahoma. À cause des coyotes et autres animaux, je sortais toujours avec un couteau ou une machette. Un soir, je sortais les poubelles, j'avais 11 ou 12 ans à l'époque, la poubelle était à 15 mètres de la maison, entourée de buissons et d'arbustes. J'ai mis les ordures dans la poubelle et j'allais repartir quand quelque chose est sorti des arbustes et s'est accroché à ma cheville. Je me suis dit que j'étais accroché à une branche ou quelque chose comme ça, alors j'ai tiré plus fort, et c'est là que j'ai réalisé que c'était des doigts enroulés autour de ma cheville, et qu'ils étaient bien trop longs pour être humains. J'ai donné un coup de machette à ce qui m'attrapait, et j'ai entendu le cri le plus glaçant que j'ai jamais entendu. J'ai couru jusqu'à la maison en panique. Je l'ai entendu sous la maison cette nuit-là, on aurait dit un gros chien ou quelque chose comme ça. Je n'ai jamais su ce que c'était, heureusement. Je marchais pour rejoindre mon ami. Je vis dans le Connecticut, donc pour autant que je sache, il n'y a rien ici qui puisse être cryptique ou inconnu pour nous. Je marchais vers 23 heures pour rejoindre mon ami et me détendre un peu. Je me suis approché de cette maison, plus précisément du garage, parce que j'ai traversé la cour. En m'approchant du garage, j'ai remarqué mon ami. C'était lui, je l'ai appelé et cette chose, qui avait son visage mais n'était clairement pas mon ami, m'a simplement regardé. Chaque détail était le même et c'était la pleine lune cette nuit-là, je pouvais donc le voir très clairement. Je me suis approché, j'ai appelé son nom et il n'a pas répondu. Je me suis dit qu'il était bizarre et qu'il se foutait de ma gueule, alors j'ai continué mon chemin et je lui ai envoyé un Snapchat pour lui demander ce qu'il était en train de faire. Il m'a rapidement envoyé une photo Snapchat de lui dans un bowling dans une ville à environ 30 minutes de là. Tout cela s'est passé dans les 5 à 10 minutes qui ont suivi l'observation. Je n'arrive toujours pas à me débarrasser du sentiment étrange et effrayant que j'ai ressenti lorsque j'ai vu cette chose. J'ai tendance à ne pas parler de ce sujet parce qu'il me fait vraiment peur. J'ai lu dans des forums que c'est possiblement ce qu'on appelle un skinwalker. Cette expérience m'a sérieusement effrayé et je refuse toujours de me promener seul la nuit. J'avais 7 ou 8 ans. Je prenais un chemin plus long à travers les bois pour éviter un groupe d'enfants plus âgés qui me posaient des problèmes, on les appellerait des brutes de nos jours, mais à l'époque, c'était comme ça. Dans une petite clairière, j'ai marché droit sur ce qui ressemblait à une cloche de vache suspendue en l'air, à peu près à la hauteur de mes yeux. Le soleil brillait dessus et elle était très brillante. Je suis resté stupéfait, à bout de bras, ne sachant que penser. J'ai lentement tendu le bras pour la toucher ou la faire sonner, mais avant que cela ne se produise, la cloche a bougé, comme si elle avait été poussée par le vent, et a émis un son de cloche typique. Je me suis immédiatement senti terrifié comme jamais auparavant dans ma vie, sans raison apparente, et je me suis enfui. Le sentiment de terreur a duré un certain temps après que je me sois éloigné. Ce n'était pas seulement un sursaut dû à un son fort, c'était de la terreur pure. Cela s'est passé dans une zone rurale, au nord-est de l'Ukraine. Quand j'avais environ 10 à 12 ans, j'étais dans le camp de mes grands-parents dans les Adirondacks pour un week-end. Je partageais une chambre avec mon jeune frère et je me suis réveillé un matin et j'ai regardé par la fenêtre de la chambre, juste derrière l'appui-tête. Le camp était situé à la lisière de la forêt, sur un sentier qui menait à la lisière de la partie la plus profonde de la forêt, moins habitée par les gens, et à environ 100 ou 200 pieds de là se trouvait un groupe de dindes qui se promenaient sur le sol de la forêt. J'ai grandi en allant chasser avec mon père, je savais donc à quoi ressemblaient les dindes dans les bois et quelle était leur taille approximative. Cependant, juste à côté des dindes, debout sur un arbre tombé, se trouvait ce qui ressemblait à un mélange de faucon et de dinde, mais avec une forme humanoïde. Il mesurait probablement entre 2 et 3 mètres de haut et semblait avoir une grande envergure. Et évidemment, toutes mes estimations de taille sont basées sur un préadolescent, mais c'était juste à côté de dindes et j'étais très familier avec la taille des dindes, celle-ci était beaucoup plus grande et semi-humanoïde. Je n'en ai jamais parlé à personne, je me suis réveillé et je suis allé prendre mon petit déjeuner, un peu trop étonné pour réaliser que ce que je venais de voir, je l'avais vraiment vu. Et j'étais tout à fait réveillé lorsque j'ai regardé pendant quelques minutes les dindes se promener.
Un de mes oncles a fait une drôle de rencontre dans les bois une nuit, alors qu'il marchait seul dans l'obscurité totale le long d'un chemin pavé. Il ne voyait rien d'autre que la bande de ciel au-dessus de lui, et il pouvait dire qu'il était sur la route grâce à la texture de la chaussée, de sorte qu'il marchait pratiquement à l'aveuglette. Quelque chose qu'il n'avait jamais vu et qui ne faisait absolument aucun bruit s'est appuyé contre sa hanche pendant qu'il marchait. C'était chaud et doux, et cela l'a accompagné pendant un petit moment, puis a disparu. Un peu plus tard, il l'a sentie à nouveau. Elle avait disparu et n'est jamais revenue lorsqu'il a atteint un endroit éclairé. Il a dit que c'était amical et inoffensif, mais que tout cela était si bizarre que cela l'a vraiment effrayé. Je campais avec des amis sur un terrain privé en bordure d'une forêt nationale. Nous avions installé nos tentes à l'arrière de la partie clôturée, déblayée de leur propriété. La grande fenêtre grillagée de ma tente était orientée vers la forêt. Je me suis réveillé au milieu de la nuit avec l'impression que quelqu'un était debout. Je regardais par la fenêtre et j'ai vu une silhouette sombre, de la tête aux pieds, de forme humaine, s'éloigner d'un arbre et revenir lentement derrière l'arbre. Elle a continué à le faire pendant quelques minutes, comme si elle vérifiait notre campement. J'ai réveillé mon petit ami et lui ai dit que je pensais que quelqu'un se trouvait dans la forêt derrière nous. Il a regardé, mais n'a vu qu'une silhouette sombre qui s'enfonçait dans les bois. Personne dans notre camp n'était sorti de sa tente, il n'y avait pas de voisins à proximité et les terrains de camping et les sentiers de randonnée les plus proches étaient également assez éloignés. Lorsque j'étais missionnaire au Chili il y a quelques années, j'ai vécu dans une petite ville appelée Machalí, dans une petite maison avec quelques autres sœurs missionnaires. La maison semblait avoir été petite, comme une seule pièce, dans les années 50 et avait été agrandie au fil des ans, un hall ici, une salle de bain avec la plomberie là. Ce qui était étrange dans cette maison, c'est que vers 3 heures du matin, chaque nuit, l'air changeait. J'avais l'impression que quelque chose ne tournait pas rond, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt sur ce qui se passait. La seule façon dont j'ai pu le verbaliser est nausée spirituelle, comme un mal des transports sévères, mais pas dans mon corps, plutôt dans mon cœur. Ensuite, nous entendions des pas d'enfants qui couraient et des rires dans le couloir. Aucun d'entre nous n'osait quitter sa chambre aux petites heures du matin, car dès que l'on ouvrait la porte du couloir, cette sensation de nausée se décuplait. J'aurais mis cela sur le compte de rêves de stress, mais tout le monde a vécu la même chose. Nous avons pensé qu'il s'agissait peut-être de notre imagination, et nous avons donc décidé de ne pas parler de la Nina au groupe de missionnaires suivants. Ils ont quand même posé des questions après avoir été réveillés par ces rires. D'autres choses étranges se sont produites la nuit également, une missionnaire a senti de fines mains désincarnées lui toucher le dos, j'ai ressenti une paralysie du sommeil et j'ai vu une grande silhouette à bois qui me regardait dans mon lit. Des jouets d'enfants sont apparus dans le couloir. Certains de nos voisins nous ont dit qu'il y avait une sorcière dans les environs qui ne nous aimait pas, et nous avons parfois trouvé des animaux morts dans la cour. Je ne sais pas si c'était son œuvre, un problème de monoxyde de carbone ou une véritable hantise. Mais cela nous empêchait de dormir au point de nous rendre inutiles pendant la journée. Les bénédictions et les prières n'y ont rien fait. Finalement, nous avons été autorisés à changer d'appartement et les événements ont cessé. Je ne pense pas que cette chose ait voulu nous faire du mal. Mais je pense qu'elle voulait désespérément être remarquée. D'habitude, je suis plutôt sceptique concernant les histoires de cryptides et autres créatures surnaturelles. J'ai toujours pensé que c'était juste des légendes ou des histoires pour faire peur. Mais ce que j'ai vécu la semaine dernière m'a fait changer d'avis. Je dois absolument vous raconter ce qui s'est passé. Je suis originaire du Michigan et, depuis que je suis enfant, j'ai entendu parler du dogman. Les récits remontent à 1887, quand des bûcherons auraient aperçu cette créature mi-homme, mi-chien dans le comté de Wexford. Puis, il y a eu cette chanson écrite par Steve Cook en 1987, qui a popularisé la légende. Malgré tous ces récits, je n'y croyais pas vraiment. Je pensais que c'était juste une histoire locale pour effrayer les gens et attirer les curieux. Mais la semaine dernière, j'ai décidé de passer le week-end dans une cabane isolée en forêt, près de la zone où le dogman aurait été aperçu. Je voulais profiter de la nature, loin du bruit de la ville, et peut-être, au fond de moi, prouver que ces histoires n'étaient que des foutaises.
La première journée s'est déroulée sans encombre. J'ai fait de la randonnée, pris des photos de la faune et de la flore, et profité du calme. La nuit tombée, je me suis installé près du feu avec un bon livre. Il faisait sombre, et les seuls bruits étaient ceux des crépitements du feu et des animaux nocturnes. C'est alors que j'ai commencé à entendre quelque chose d'étrange. Au début, ce n'était qu'un léger bruit de craquement, comme si quelqu'un marchait sur des brindilles. Je me suis dit que ce n'était probablement qu'un cerf ou un autre animal de la forêt. Mais les craquements sont devenus de plus en plus forts et réguliers, comme si quelque chose de lourd s'approchait. J'ai senti une montée d'adrénaline, mais je me suis forcé à rester calme. Je me suis levé et j'ai dirigé ma lampe torche vers la source du bruit. Au début, je n'ai rien vu, juste les arbres et les buissons. Mais soudain, j'ai aperçu une paire d'yeux brillants qui me fixaient dans l'obscurité. Ils étaient trop grands et trop hauts pour appartenir à un cerf ou à un autre animal que je connaissais. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. La créature est sortie des ombres, et j'ai enfin pu la voir clairement. C'était immense, avec un corps musclé recouvert de poils sombres. Elle avait la tête d'un chien, mais se tenait debout sur deux pattes, comme un homme. Ses yeux brillaient d'une lueur presque surnaturelle. Pendant ce qui m'a semblé une éternité, nous sommes restés là, à nous fixer. Puis, d'un coup, la créature a poussé un hurlement guttural qui m'a glacé le sang. J'ai lâché ma lampe torche et j'ai couru vers la cabane, mon cœur battant à tout rompre. Une fois à l'intérieur, j'ai verrouillé la porte et fermé tous les volets. Je pouvais encore entendre les pas lourds de la créature à l'extérieur, et son souffle rauque. Je n'ai pas dormi de la nuit. Le matin venu, je n'ai pas perdu une seconde pour rassembler mes affaires et quitter cet endroit maudit. Depuis cette nuit-là, je suis terrifié à l'idée de retourner dans les bois, surtout la nuit. Les histoires du Dogman ne sont plus des légendes pour moi. Elles sont réelles, et je suis convaincu que ce que j'ai vu était bien le Dogman du Michigan. Je voulais partager mon expérience ici pour avertir ceux qui, comme moi, pourraient être tentés de vérifier ces histoires par eux-mêmes. Parfois, les légendes ont un fond de vérité, et il vaut mieux ne pas les prendre à la légère. Je promenais mon chien et il s'est mis à aboyer en direction de la maison située de l'autre côté de la rue. J'ai ralenti, essayant de voir ce qu'il voyait. Il y avait cette chose blanche et grisâtre en forme de boomerang, battant des ailes très lentement comme une raie monta dans l'eau, mais elle se déplaçait beaucoup trop vite, tournant autour de la maison de nos voisins. Il a fait le tour de la maison, disparaissant dans l'arrière-cour et revenant à l'avant environ 5 fois alors que je me tenais debout, regardant fixement ce que c'était. C'était la nuit, mais il y avait assez de lumière pour voir que l'objet n'avait aucune caractéristique définissable. C'était juste une chose amorphe, en forme de boomerang, et elle volait avec une aile, pointée vers le sol et une vers le ciel, verticalement. Les gens disent que c'était un hibou, une chauve-souris ou un autre type d'oiseau, mais il n'y avait pas de plumes, pas de bord défini, pas d'yeux, pas de tête, rien d'animal. C'était juste une forme diffuse, oblongue, non naturelle, à moins de 30 mètres de moi, se déplaçant beaucoup trop vite par rapport à la vitesse à laquelle ses ailes battaient. Puis il a disparu derrière la maison. Aujourd'hui encore, je ne suis pas sûr de ce que j'ai vu, ni même si je l'ai vraiment vu. La perspective qu'il s'agisse d'une hallucination est presque aussi effrayante, mais mon chien l'a vu aussi. Je jure sur la tombe de ma mère que j'ai vu quelque chose cette nuit-là. Histoire de mon père. Il nous la racontait souvent. Lorsqu'il était enfant, il se rendait à l'école à vélo sur une route de gravier d'environ 2 km, il vivait à la campagne et c'était au milieu des années 50. Il raconte qu'il rentrait chez lui à vélo lorsqu'un peu plus loin, il a vu un singe très grand et poilu sortir des arbres et traverser la route. Il a pensé qu'un gorille ou quelque chose comme ça s'était échappé du zoo parce que c'est la seule chose qui lui venait à l'esprit et qui avait un sens. Je lui ai demandé s'il avait peur et il m'a répondu « non ». J'ai toujours pris mon fusil avec moi à l'école. Ce n'est pas vraiment effrayant et ce n'est pas vraiment mon enfance, mais quand j'étais un jeune adolescent, j'étais assis sur le sol dans la chambre de ma mère et je jouais à Animal Crossing quand il a fait nuit. Je me souviens d'avoir regardé par la fenêtre à ma gauche parce que j'avais vu un mouvement et de n'avoir rien vu, juste une branche d'arbre à côté de mon porche qui tremblait légèrement. Je l'ai balayé du revers de la main,
mais je me suis souvenu que nous n'avions pas d'arbres dans notre jardin. Il s'agissait d'un vieux terrain agricole d'environ 500 mètres. J'ai fixé la branche en essayant de comprendre d'où elle venait, et mes yeux l'ont suivie jusqu'à ce qu'elle s'arrête sur une surface blanche ovale. Je plissai les yeux pour voir ce que c'était quand elle a bougé. Elle s'est retournée, m'a regardé et s'est éloignée lentement. Je me suis dit que j'avais vu un cerf avec une sorte de mutation de couleur et que mes yeux m'avaient trompé parce que je n'avais pas mis mes lunettes. Nous avions normalement un ou deux troupeaux de cerfs qui broutaient dans la cour arrière. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé qu'aucun des troupeaux ne s'était montré pendant la période où j'ai vu ce que c'était. Aucun des cerfs ne présentait de mutation de couleur non plus, du moins les habitués. Je l'ai ignoré pendant quelques jours, mais une semaine plus tard, alors que je dormais, je me suis réveillé au milieu de la nuit. Je ne sais pas ce qui m'a réveillé, mais j'ai une grande fenêtre à côté de mon lit dont je laisse les stores relevés parce que mon chien aime regarder dehors. Je regarde mon chien et il est en alerte, regardant par la fenêtre. J'attrape mes lunettes, je regarde où il était fixé et je vois à nouveau la chose. Je l'ai mieux vue cette fois, mais elle avait une fourrure si noire que son corps n'était pas vraiment visible, seulement à la lumière de la lune ou de la lampe du garage. Je me suis dit que je rêvais ou quelque chose comme ça, mais alors qu'elle traversait ma cour pour retourner vers le champ vide, la tête de mon chien l'a suivie. Mon chien tremblait légèrement et normalement il aboie pour la moindre chose, mais on aurait dit qu'il essayait de se taire. J'ai pris mon carnet de croquis qui se trouvait sur la commode à côté de mon lit et j'ai rapidement dessiné ce que j'ai vu. Je n'ai jamais eu peur de ce que c'était, j'étais juste un peu en paix. D'une certaine manière. On aurait dit qu'il patrouillait dans les environs et que je l'avais surpris en train de faire sa ronde nocturne. J'ai écrit une nouvelle à ce sujet dans le cadre de mon cours d'écriture à l'école, mais on s'est moqué de moi, alors cela fait un moment que je n'ai pas raconté cette histoire à quelqu'un. En fait, je dessinais, et je dessine toujours, la chose que j'ai vue, et elle est apparue dans plusieurs de mes histoires. Je crois que j'ai encore le dessin original quelque part. J'ai failli me faire prendre par un grindilo. Quand j'étais petite, 5 ou 6 ans, nous allions dans un parc près de chez nous où il y avait un étang. J'ai toujours été fasciné par les petites créatures, les insectes aquatiques, les poissons, les algues, tout, alors j'étais accroupi et je regardais cet incroyable petit univers, complètement enchanté par tout cela. Soudain, quelque chose de vert est sorti de l'eau, a attrapé ma petite chaussure et a tiré. Cela s'est passé en un instant. Mon pied a glissé vers l'avant dans l'eau et je suis tombé à la renverse sur mes fesses. La chaussure est retournée dans l'eau avec une petite éclaboussure, aussi vite qu'un éclair. J'ai cligné des yeux, je me suis levé et j'ai couru vers ma mère en disant « Quelque chose a attrapé mon pied et a essayé de me tirer dans l'eau ». Ma mère a essayé de me consoler en me disant que mon pied avait simplement glissé dans la boue, mais je connais la vérité. Alors, avis à tous ceux qui vivent à Milwaukee. L'étang du Cozy Park sur la 7e et Lincoln a un grain d'îlot. Pendant toute mon enfance, mon père et moi avions l'habitude de faire des promenades nocturnes en raison de ses insomnies dues au travail posté. Notre quartier est considéré comme très sûr et, en fin de compte, c'était un quartier urbain, à l'exception d'une des routes vers l'arrière du quartier qui était bordée d'une forêt épaisse sur environ 1,25 km de profondeur, ce qui formait un cercle en soi. Toutes ces promenades sont de très bons souvenirs pour moi, à l'exception d'une seule, qui s'est avérée être la dernière. Le long de la route bordée d'arbres, un seul lampadaire éclairait un petit terrain appartenant à quelqu'un, mais qui était très envahi par la végétation et mal entretenu. Il nous arrivait souvent de marcher sur cette route pour profiter des bruits de la forêt, de l'absence d'éclairage et de la facilité de faire demi-tour. Une nuit ordinaire, alors que nous marchions et faisions la conversation, mon père s'est brusquement arrêté, m'a serré contre lui, a mis une main sur ma bouche, s'est accroupi avec moi et a pointé du doigt l'unique parcelle éclairée à environ 100 mètres de là. Au début, je n'ai rien vu et j'ai cru qu'il me faisait marcher, mais au moment où j'ai commencé à protester contre son emprise, j'ai vu une très petite silhouette humanoïde, d'environ 1,80 m, maigre, avec de longs membres, se matérialiser hors de la ligne de broussailles de la parcelle et prendre prudemment connaissance de son environnement avant de faire signe vers les broussailles. Quelques secondes plus tard, 2 autres petites silhouettes humanoïdes se matérialisent à leur tour. Après un bref moment de ce qui semble être une discussion, tous les 3 s'élancent vers la lisière de la forêt. Mon père m'a alors pris dans ses bras,
m'a jeté sur son épaule et s'est dirigé vers notre maison, qui se trouvait à environ 800 mètres de là. Après cette nuit, nous n'avons plus jamais fait de promenade nocturne. Il a installé 4 lumières de détection de mouvement autour de notre terrain et a ramené un chien à la maison. Les quelques fois où j'ai essayé d'en parler, il n'a pas voulu en discuter et m'a clairement fait comprendre qu'il n'avait jamais voulu le faire. Ces chiffres me donnent encore des frissons et l'image des 3 blottis l'un contre l'autre est très vivante 15 ans plus tard. Un soir, mon mari et moi rentrions chez nous en voiture, je crois que c'était chez des amis, mais je ne m'en souviens pas, et nous prenions des routes secondaires quand soudain une créature a couru devant notre voiture et nous avons dû freiner pour éviter de la heurter alors qu'elle traversait la route et s'enfonçait dans les bois. Son corps ressemblait à celui d'un humain courant à 4 pattes, mais il était bien trop rapide pour être humain, et sa tête ressemblait à celle d'un sanglier, elle avait des défenses. Nous avons tous les deux vu la même chose, et nous étions à juste titre très effrayés. C'était une nuit comme une autre, et je rentrais chez moi après une longue journée de travail. Il était environ minuit, et la route était déserte. Je roulais sur l'autoroute, écoutant de la musique pour rester éveillé. Tout semblait calme et normal. À un moment donné, j'ai aperçu quelque chose d'étrange sur le bas-côté de la route, à environ 100 mètres devant moi. C'était une grande silhouette sombre, immobile. Au début, j'ai pensé que c'était un gros animal, peut-être un cerf, mais plus je me rapprochais, plus je réalisais que c'était quelque chose de bien plus inquiétant. La créature était immense, probablement plus de 2 mètres de haut, et se tenait debout sur ses pattes arrière. Elle avait un corps musclé recouvert de poils sombres, et une tête ressemblant à celle d'un chien ou d'un loup, mais déformée de manière terrifiante. Ses yeux brillaient d'une lueur jaune étrange dans l'obscurité. Je me suis figé, mes mains serrant le volant. Mon cœur battait à tout rompre. Je savais que je devais continuer à rouler, mais mes instincts me criaient de faire demi-tour. En passant à côté de la créature, j'ai osé jeter un coup d'œil rapide. Elle me regardait fixement, ses yeux pénétrant les miens avec une intensité glaciale. J'ai ressenti une peur viscérale, quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Je n'ai pas ralenti. En fait, j'ai accéléré, mes pensées s'embrouillant alors que j'essayais de comprendre ce que je venais de voir. Ce n'était pas un animal ordinaire. C'était le Dogman, cette créature légendaire dont j'avais entendu parler mais que je n'avais jamais cru réelle. Il y a quelques années, j'ai décidé de parcourir ce sentier assez difficile qui mène à un énorme éboulement. Je me gare et je remarque que je suis la seule personne présente. J'ai 2 chiens. Je les sors et commence à monter le sentier. Après environ 1 kilomètre, j'arrive dans une clairière où se trouve une énorme structure ressemblant à un tipi. Les arbres sont tous imbriqués les uns dans les autres. Je pose ma canne et m'arrête pour prendre des photos. C'était bizarre mais cool. Sur la dernière photo, on peut voir qu'il y a un jeune arbre encore vivant qui est presque complètement plié vers l'arrière. J'ai ensuite remonté le sentier et dès que j'ai passé l'arbre, j'ai immédiatement senti qu'on m'observait et les bois sont devenus silencieux. C'était vraiment bizarre. Pas d'insectes, pas d'oiseaux, pas de bruit de petits animaux. C'était mort. Je fais de la randonnée tout seul tout le temps. Je ne suis pas effrayé et je n'ai pas vraiment peur. J'ai vu des ours et je suis sûr qu'il y a des cougars. Je continue à monter et la sensation devient de plus en plus intense. Et mes chiens commencent à se comporter bizarrement. Ce sont des chiens de randonnée expérimentés. Ils n'ont pas pour habitude d'agir bizarrement comme ça, ils restent tout près de moi et ne font pas beaucoup de bruit. Je me rends compte que j'ai laissé mon bâton de marche près de l'arbre. Je n'ai pas envie de redescendre pour le récupérer et de remonter ensuite. J'ai dépassé l'arbre d'environ 1/4 de mètre et le sentiment d'être observé était insupportable. Je me dis, rationnellement, que c'est probablement un gros chat. Je redescends donc. La partie rationnelle de mon cerveau me dit de ralentir. Ma réaction de fuite? Non. Je descends à toute vitesse une pente de 30 à 40 degrés. J'arrive à la structure des arbres et au pré et je regarde en bas et mon bâton de marche n'est plus là. Je suis terrifié. J'ai continué à courir. J'avais l'impression d'être poursuivi, mais je n'ai rien vu. Je n'ai rien entendu non plus. Oui,
Il aurait pu s'agir d'un gros chat, mais pourquoi n'a-t-il commencé qu'après que j'ai passé la structure de l'arbre et comment mon bâton a-t-il disparu? J'étais presque arrivé au parking avant que le sentiment d'être observé, chassé ne me quitte. Je n'y retournerai jamais. Rien que d'y penser, j'en ai la chair de poule. C'est ce qui est arrivé à mon fils lorsqu'il avait 17 ans. Nous vivions alors au Nouveau-Mexique. Mon fils, Cody, roulait avec ses amis Drew et Alex. Ils étaient dans le camion de Drew et c'est Drew qui conduisait. C'était la nuit et ils se dirigeaient vers la maison de Drew qui vivait à la campagne. La route qu'ils empruntaient était donc isolée et entourée de désert. En fait, toute cette région est plate et principalement en terre. Alors qu'ils roulaient, ils ont vu un homme debout au milieu de la route. Drew a ralenti et ils s'attendaient tous à ce que l'homme se mette sur le côté. L'homme n'a pas bougé. Il est resté planté là. Drew a encore ralenti pour s'arrêter. Le type se tenait juste à l'extérieur de la lumière des phares. Il portait un gant et une sorte de chemise à manches longues. Ils ne pouvaient pas distinguer les traits du visage du type, mais ils étaient capables de dire qu'il leur faisait face. Personne n'a bougé pendant quelques secondes. Les enfants ont commencé à suggérer de le contourner, mais ils ne savaient pas s'ils devaient passer à côté de lui ou faire demi-tour et prendre un autre chemin. Soudain, le type s'est mis à quatre pattes puis à courir vers le camion. Cody et ses amis se sont mis à crier et Drew a enclenché la marche arrière. Alors qu'ils sont en train de reculer sur cette route de campagne sombre, l'inconnu les poursuit toujours à quatre pattes en suivant le camion. Drew a accéléré et le type a disparu brusquement de la circulation. Drew a fait demi-tour et ils sont tous revenus à la maison. J'étais dans le salon quand ils sont entrés en courant, ont claqué et verrouillé la porte, et ont monté les escaliers jusqu'à la chambre de Cody. Je suis monté pour voir ce qui se passait et c'est là qu'ils m'ont raconté l'histoire. Je ne les ai jamais vus aussi pâles et effrayés. Ils étaient complètement paniqués. Cela s'est passé un vendredi soir vers 20h. En temps normal, ils préféraient être n'importe où, sauf à la maison le week-end. Ce week-end-là, ils sont restés chez nous tout le temps. Ils ne sont pas sortis du tout et ne sont partis que parce qu'ils avaient école le lundi. Il a fallu un mois avant qu'ils ne veuillent sortir à nouveau le soir. Ils allaient n'importe où pendant la journée, mais le soir, ils se retrouvaient généralement chez nous. Après quelques recherches, ils étaient tous d'accord pour dire qu'il s'agissait d'un marcheur de peau. Aujourd'hui encore, si j'évoque cette nuit-là, Cody et ses amis deviennent très silencieux et ont l'air effrayés. Il leur a fallu beaucoup de temps pour surmonter cette épreuve, et ils pensent toujours que le fait d'en parler les fera revenir. Je passe la majeure partie de mon temps libre en été à faire de la randonnée, du camping et de la pêche. Je connais bien la région, la faune et l'écosystème en général. Je n'ai jamais rien posté de tel car je n'ai jamais eu plus que le sentiment d'être observé et la réaction de mon chien. À propos du chien, c'est un chien de montagne très expérimenté et assez grand. Il s'agit d'un mâle de la race des Grandes Pyrénées, qui pèse près de 50 kg. Rien ne l'effraie. Je l'ai littéralement vu se battre avec un lion de montagne, qui était plus petit que moi, donc je suppose qu'il s'agissait d'un jeune mâle. Quelques bons grognements et une bonne posture de la part de mon chien ont fait fuir ce chat. Il y en a eu un autre dans la même zone, nous pouvions l'entendre crier, il semblait s'être approché de la limite des arbres vers le crépuscule et le chien l'a rapidement fait fuir de la même manière. Le chien n'était pas effrayé, c'est un grand idiot heureux 99% du temps. Mais il est arrivé quelquefois que lui et moi soyons en randonnée et que les bois deviennent silencieux. Un silence absolu. Normalement, je suppose qu'il y a un prédateur ou plus probablement des gens dans la région, mais ces deux fois étaient bizarres. Mon chien normalement intrépide et heureux décide qu'il a besoin d'être collé à ma hanche avec sa crinière. Si vous êtes familier avec la race, elle est particulièrement distincte chez les mâles, dressée sur la tête et lui clairement à cran. Je dois préciser qu'un chien de cette taille qui s'appuie sur la hanche d'un homme adulte, même s'il pense être protecteur, a failli me faire dégringoler d'une montagne. C'est justement le chien sur les nerfs qui m'a effrayé. Il s'est retrouvé face à face avec un prédateur dans la nature et l'a affronté, mais les fois où il a clairement eu peur m'ont fait peur aussi.
C'est une histoire qu'un des agents de sécurité de l'université m'a racontée et qui lui est arrivée. Et je le crois totalement. Un jour, l'agent de sécurité se trouve dans le dortoir en train de discuter avec le rat, lorsqu'un groupe de joueurs de basket entre en trombe et se dirige directement vers leur chambre. Le rat et l'agent de sécurité vont s'assurer qu'ils vont bien. Apparemment, alors qu'ils rentraient de l'entraînement, ils ont remarqué une silhouette humanoïde qui se tenait au sommet d'un des bâtiments du campus. Ils sont restés debout pendant 1 minute, essayant de comprendre ce qu'ils voyaient, car il faisait nuit à ce moment-là. Alors qu'ils sont là à regarder la silhouette, celle-ci saute d'environ 2,5 étages et atterrit comme un putain de loup. Les hommes rentrent au dortoir aussi vite qu'ils le peuvent. Les agents de sécurité vont donc enquêter. Lorsqu'ils arrivent aux portes du bâtiment et regardent dehors, ils peuvent voir à l'entrée du stade de football, un type en trench-coat noir qui fait les 100 pas en regardant le dortoir. Les 2 hommes l'ont vu. Ils sortent donc pour aller voir ce qu'il se passe avec ce type, et alors qu'il commence à marcher dans sa direction, il se met à courir et, sans crier gare, le type se transforme en loup noir et s'enfuit. Le type a été filmé par les caméras de sécurité d'un autre dortoir en train de voler de la sauge dans la voiture de quelqu'un à une autre occasion. J'ai toujours été fasciné par les légendes urbaines et les histoires de créatures surnaturelles. J'ai entendu parler de l'homme-chien dès mon plus jeune âge, lorsque j'ai entendu pour la première fois la légende à la radio, une créature mystérieuse qui errait dans les forêts de la région des Grands Lacs, et cette fascination s'est accompagnée d'un désir de trouver la créature et de voir par moi-même si elle existait vraiment. Armé d'un esprit curieux et d'une lampe de poche, je suis parti explorer les bois près de ma ville natale. Le ciel était couvert et seule la faible lueur des étoiles guidait mon chemin. À mesure que je m'enfonçais dans la forêt, je n'arrivais pas à me débarrasser de l'impression d'être observé. Chaque bruissement de feuilles et chaque craquement de brindilles me donnait des frissons. Mais j'ai continué, ma curiosité l'emportant sur mon malaise. J'étais loin de me douter que c'était une erreur d'ignorer mon instinct. Après ce qui m'a semblé être des heures d'errance, j'ai avancé en trébuchant. Un silence sinistre recouvrait la forêt, comme si un interrupteur avait été actionné et que tous les bruits du monde avaient disparu. Quelque chose m'attirait, une force invisible me poussait à m'approcher. C'est alors que j'ai examiné mon environnement en détail et que je l'ai vu, une paire d'yeux ambrés brillants qui me fixaient dans l'ombre. Mon cœur a battu la chamade lorsque la créature s'est révélée, un énorme canidé qui se tenait debout sur ses 2 pattes. Sa fourrure était sombre et emmêlée, et ses yeux brillaient d'une lumière d'un autre monde. C'était un homme-chien, et il avait fixé son regard sur moi. Une peur primitive déferla dans mes veines et je reculai en trébuchant, laissant tomber ma lampe de poche, et sans hésiter un instant, je me retournai et courus aussi vite que mes jambes pouvaient me porter. Le bruit de pas lourds résonnait derrière moi, se rapprochant de plus en plus à chaque seconde. Je pouvais entendre ses grognements et le claquement sec de ses mâchoires, avides de la poursuite. Ma respiration devenait saccadée et mes muscles criaient en signe de protestation, mais l'adrénaline alimentait mon sprint désespéré. Des branches fouettaient mon visage et le sol de la forêt semblait se soulever pour me faire trébucher. Mais j'ai continué à avancer, déterminé à échapper aux griffes du monstrueux homme-chien. Mes poumons brûlaient et ma vision se brouillait lorsque j'atteignis la lisière du bois. Ma maison se dressait à quelques mètres, ses lumières offrant une lueur d'espoir. Rassemblant les dernières réserves de mes forces, j'ai sprinté à travers la cour et j'ai ouvert la porte d'entrée d'un coup sec. Je l'ai refermée, haletant lourdement en m'appuyant contre la porte, le cœur battant la chamade dans ma poitrine. J'ai ressenti un mélange de soulagement et de terreur en regardant par la fenêtre et en voyant l'homme-chien debout au bord de la clairière, son regard fixé sur moi. Sa bouche s'est recourbée en un méchant grognement, révélant des dents acérées et brillantes, dans ce qui ressemblait à un sourire cruel et dérangé. Pendant un moment, nous nous sommes regardés dans les yeux, une bataille de volonté entre l'homme et la bête. Je savais que je m'étais échappé, mais cette rencontre avait laissé une marque indélébile sur mon âme. L'homme-chien m'avait montré les ténèbres qui se cachaient juste au-delà de notre compréhension, et c'était un spectacle que je n'oublierai jamais. Aujourd'hui encore, le souvenir de cette nuit me tourmente. L'image des yeux brillants et du sourire sinistre de l'homme-chien hante mes rêves, me rappelant constamment les terreurs qui existent dans l'ombre. Je préviens tous ceux qui osent s'aventurer dans les régions sauvages du Michigan, méfiez-vous du domaine de l'homme-chien. Pour certains, il s'agit d'une légende urbaine,
mais pour ceux qui ont été confrontés à sa malveillance, elle n'est que trop réelle. La forêt cache bien ses secrets et l'homme-chien attend patiemment sa prochaine victime. Depuis lors, je ne peux plus regarder les bois sans frissonner, espérant ne pas voir les yeux d'ambre qui me fixent. Si je devais vous donner un conseil, ce serait « ne sortez pas la nuit ». Je rentrais chez moi une nuit vers 3 heures du matin. À environ un pâté de maison de chez moi, en bas de la rue, j'ai vu une silhouette d'une taille inhumaine, vêtue de ce qui semblait être un tissu d'un blanc éclatant. Je ne crois pas aux fantômes. J'ai fait un commentaire à ce sujet et quelqu'un a dit que cela ressemblait à un Nightcrawler de Fresno. Ce qui me dérange, c'est que si les Nightcrawlers sont réels, celui-ci mesurait facilement près de 2 mètres de haut. Il n'a vraiment rien fait d'autre que de marcher sur les pelouses des maisons. Le temps que j'arrive sur la route, il était parti depuis longtemps. J'ai cependant eu l'impression d'être suivi, observé pendant le reste du trajet jusqu'à la maison. Je me trouvais dans un parc avec ma petite amie de l'époque, avec un quartier d'un côté et quelques kilomètres de forêt assez dense de l'autre. Nous étions en train d'observer les étoiles et alors que nous étions assis dans cette ouverture près du quartier, j'ai entendu un bruissement dans un buisson qui ressemblait à celui d'une personne qui piétinait. Je me suis immédiatement levé pour aller voir ce qui se passait, car cette zone est connue pour ses activités douteuses, trafic de drogue, etc. Ce que j'ai vu n'avait aucun sens. J'ai toujours l'impression de l'avoir imaginé ou quelque chose comme ça. J'ai vu ce qui ressemblait à une personne recroquevillée, couverte d'un tissu blanc, sortir des buissons et se tenir sur le chemin qui fait le tour du parc. Je me suis tourné vers ma copine et je lui ai demandé à quoi cela ressemblait, sans lui dire à quoi cela ressemblait pour moi, et elle l'a décrit exactement comme moi. Nous avons donc pris nos jambes à notre cou pour sortir de là. Je suis monté dans ma voiture et, voulant savoir ce que c'était, j'ai allumé les feux de route dans l'espoir qu'ils nous suivent. Ce ne fut pas le cas. C'est là que l'histoire devient encore plus étrange. Je vous prie de m'écouter, car je n'en ai jamais parlé à personne d'autre qu'à mes proches, et ma petite amie et moi n'en avons jamais reparlé. Nous sommes allés dans un autre parc parce que nous voulions continuer à observer les étoiles, nous avons donc roulé quelques kilomètres jusqu'à cet autre parc qui est essentiellement un champ géant. Nous avons trouvé un banc et nous nous sommes assis, et nous avons réussi à oublier cette étrange rencontre. Au bout de 10 à 15 minutes, nous avons soudain vu, et non entendu, ce qui semblait être un hélicoptère noir qui nous survolait en direction du premier parc. Je n'ai pas réussi à trouver de photos en ligne qui se rapprochent de ce à quoi il ressemblait, mais si vous êtes familier avec Halo Reach, il ressemblait à un faucon. Cet engin manœuvrait comme je ne l'avais jamais vu. Certes, je ne connais pas grand-chose à l'aviation, mais il a plongé au-dessus d'une ligne d'arbres à un angle si prononcé que nous avons cru qu'il allait s'écraser. Le plus étrange dans tout ça, c'est qu'il y avait quelqu'un d'autre dans ce deuxième parc, une vieille femme qui promenait son chien, qui n'a pas du tout réagi à l'avion hélicoptère. C'était de loin la nuit la plus étrange de ma vie. Nous avons tous les deux convenu que nous avions peut-être mal mangé ou quelque chose comme ça et nous avons décidé de rentrer chez nous et d'aller nous coucher. Je ne suis encore retourné dans aucun des deux parcs et je n'ai pas vraiment l'intention de le faire. Il y a vraiment des trucs bizarres là dehors, mon vieux. Je ne suis pas tout à fait sûr que cela s'applique au sujet, mais c'est tout de même assez étrange. Lorsque j'avais 5 ans, en 1995, je me suis réveillé à plusieurs reprises et j'ai trouvé mes jouets en train de s'affoler dans la pièce. J'avais une collection considérable de petites voitures que je laissais généralement traîner sur l'un de ces petits tapis que nous avions tous avec les rues, etc. Je me réveillais à cause du bruit et me retournais pour voir mes voitures se déplacer et s'arrêter soudainement, l'élan les portant encore un peu plus loin. Une fois, je me suis réveillé à temps pour voir l'une d'entre elles rouler sur l'autre lit de la chambre et atterrir sur le sol. Je me souviens m'être assis tout droit et avoir regardé la voiture s'éloigner du lit et atterrir sur le toit, les roues tournant sur elles-mêmes. Une nuit, j'ai même été réveillé par un petit indien en plastique provenant d'un jeu de cow-boy et d'indien, qui m'a frappé au visage. Je n'ai jamais été effrayé par cela parce qu'avant cela, mes parents me disaient que mes jouets prenaient vie la nuit et veillaient sur moi, j'étais terrifié par le noir. J'ai maintenant 28 ans et je me suis toujours demandé ce qui s'était passé dans cette pièce. Était-ce un fantôme? Est-ce que je les faisais bouger télépathiquement dans mon sommeil par la seule force de ma croyance?
Mes jouets prenaient-ils réellement vie? Ou est-ce que je faisais simplement des rêves super réalistes? Plus je vieillis, plus je commence à croire à cette dernière théorie. Mais parfois, je me pose des questions. Quelqu'un d'autre a vécu une expérience de ce genre? Je suis très familier et habitué aux animaux sauvages, et j'ai été chargé par ce que je crois être un cryptide appelé Dogman. Il nous a chargés, mon cousin et moi. Ce n'était pas un ours. Un ours ne peut pas se déplacer comme il l'a fait, et ce n'était pas un loup normal car ils ne peuvent pas courir confortablement sur deux jambes alors que ce qui nous a chargés semblait naturel. Je peux vous donner plus de détails si vous le souhaitez. Cela s'est passé vers juin ou juillet 2007 je crois, j'avais environ 17 ans et j'étais plus arrogant à l'époque, mais je connaissais encore un peu les activités de plein air. Ma famille possédait une cabane dans le nord-ouest du Wisconsin, j'y ai grandi en été, je connaissais bien les bois, mais la nuit, il était préférable de rester dans la cabane ou au moins près du feu de camp sur la plage, à cause des ours, des loups et des cougars. L'une des choses les plus effrayantes était que si vous faisiez un feu de camp, la ligne d'arbres était visible depuis le foyer et la plage, et la nuit, vous aviez toujours l'impression d'être observé depuis cette ligne d'arbres. Mais pendant la journée, les bois semblaient toujours normaux, pas si effrayants, jusqu'à cet incident. Mon cousin et moi étions en train de faire une bataille d'airsoft, j'étais en tenue de camouflage, lui non, je me suis retiré sur la piste de VTT dans les bois pour avoir un avantage tactique et notre bataille nous a menés à environ 200 mètres, à environ un tiers du chemin vers le haut de la piste. Nous en avions assez à ce moment-là et nous nous tenions au bord d'une clairière sur le sentier en train de parler et il était à environ 3 mètres de moi, quand j'ai décidé de lui chercher des noises, je l'ai fait taire et lui ai dit « on nous observe ». Il s'est figé, puis j'ai réalisé que les bois étaient très calmes et j'ai eu peur et j'ai commencé à scruter la limite des arbres et l'autre bord de la clairière de gauche à droite quand je l'ai vu. Je ne m'attends pas à ce que vous me croyiez, mais ce que j'ai vu était un loup aussi gros qu'un ours noir, au moins 300 livres, mais ce n'était pas normal, ce loup était sur deux pattes, accroupi près d'un arbre, son bras agrippant l'arbre d'une main griffue, il avait une fourrure brun-rouge. J'ai dit à mon cousin, il faut qu'on y aille, et l'instant d'après, il s'est mis à sprinter et je me suis retourné vers Wolfie qui s'était accroché et avait fait quelques pas sur ses deux jambes, puis je me suis retourné et j'ai couru quand il a semblé que Wolfie se mettait à quatre pattes, il nous a chargés et nous a foncé dessus en fonçant dans les broussailles, mais pour une raison ou une autre, il nous a laissé partir quand nous sommes sortis de la ligne d'arbres et que nous nous sommes dirigés vers la cabane. Ce qui m'a le plus marqué, c'est sa taille, le Wolfie semblait mesurer près de 2 mètres de haut lorsqu'il était debout, et là où il aurait dû avoir des pattes avant, il semblait avoir de grandes mains griffues. J'ai entendu dire que les loups pouvaient parfois marcher debout, mais pour autant que je sache, ils ne peuvent pas sprinter sur 2 pattes, et les loups ne deviennent pas aussi grands, tandis que les ours noirs se dandinent plutôt sur 2 pattes. La description la plus proche est celle d'un loup-garou ou d'un homme-chien. Au mieux, il s'agit d'une espèce locale inconnue ou d'une espèce indigène d'apparence similaire. Mais dans le nord de la Nouvelle-Angleterre, nous n'avons pas de panthères noires, oui, je sais qu'il n'existe techniquement rien de tel, seulement des jaguars ou des léopards entièrement noirs. Pourtant, les gens continuent d'en voir à l'occasion. Et, j'en ai vu un qui marchait tranquillement au milieu de la route, jusqu'à ce qu'il remarque que ma voiture s'approchait, et qu'il s'enfuit alors dans les bois. C'est assez étonnant, je sais, mais je connais mes chats, et la grande faune locale, et c'était assez près de ma maison pour que je ne sois pas confus par l'arrière-plan, et ce n'était pas du tout normal. C'était un énorme chat noir. De la taille d'un grand danois. Non, je ne peux pas le prouver. Mais il était là, et c'était un félin noir géant. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais peut-être que certains d'entre vous pourront me donner des conseils. À l'âge de 14 ans, j'ai osé aller dans les bois parce que mes cousins savaient que j'étais terrifié par les bois. J'ai marché pendant 30 minutes avant de me rendre compte que quelque chose n'allait pas. J'ai regardé autour de moi et le bois était silencieux. J'ai entendu dire que les proies ne se taisent que lorsqu'il y a des prédateurs dans les parages. La deuxième chose que j'ai remarqué, c'est qu'il faisait nuit. Cela m'a ébranlé, car lorsque je suis parti, le soleil se couchait. Inutile de dire que j'ai pratiquement sprinté à travers les bois pour retourner à la cabane. Lorsque je suis revenu, il y avait une voiture de police devant la cabane. Il était 8 heures.
Ce que je pensais être 30 minutes s'est avéré être 4 heures. Je vivais dans une très vieille ferme, je dormais à l'époque mais ma sœur s'est réveillée vers 3 heures du matin pour se préparer au travail, elle travaillait dans la ferme laitière de mon oncle, elle commençait donc tôt. Elle est passée devant ma chambre et a dit qu'elle avait entendu des rires profonds très effrayants. Je dors en silence et je n'étais pas réveillé à ce moment-là. Elle m'en a parlé lorsque je lui ai dit que je m'étais réveillé en saignant à cause de longues égratignures dans le dos et d'échymoses aléatoires sur les jambes. J'ai également entendu des bruits de pas dans ma chambre alors que je n'étais que moi et des objets qui tombaient d'eux-mêmes des étagères. Beaucoup de craquements et de grattages provenant du plafond, mais je me suis dit que c'était juste des souris ou des chauves-souris dans le grenier. J'ai eu d'horribles insomnies tout au long de ma vie et je me réveillais souvent avec des bleus et des égratignures, mais c'était la première fois qu'ils saignaient. J'ai toujours pensé que je m'étais fait ça dans mon sommeil. Tout cela a cessé instantanément lorsque nous avons déménagé il y a 5 ans. Plus d'égratignures, plus d'échymoses, plus d'insomnie. Pour mieux comprendre ce qui m'entoure, je suis originaire du Kentucky. Il y a beaucoup de forêts et les gens aiment leurs armes, moi y compris. Avant, je ne croyais pas qu'il y avait des choses inconnues dans les bois. Je pensais que le Bigfoot, peut-être, pouvait exister, mais j'en doutais fortement. Après ce qui s'est passé, je sais qu'il y a quelque chose d'inconnu dans la nature. Je venais d'acheter mon premier fusil de type AR-15 et j'ai acheté un chargeur de 60 balles à Gandhi Mountain pendant qu'ils fermaient leurs portes, parce que pourquoi pas. En me renseignant sur les chargeurs, j'ai lu qu'ils étaient incroyables et qu'ils avaient rarement des problèmes, ce qui sera important plus tard. Quelques jours après l'avoir reçu, j'ai finalement décidé de le tester. C'est là que tout est parti en vrille. Comme je l'ai dit plus haut, le Kentucky est très boisé. Les 3/4 du terrain sur lequel j'habitais n'étaient que des bois épais. Il y avait un chemin principal pour conduire notre alligator et quelques petits chemins que nos vaches avaient tracés dans les bois. J'ai décidé de marcher le long de notre ruisseau qui avait un petit sentier à moitié dégagé par nos vaches. Au bout du chemin, il y a un grand champ où paissent nos vaches et où je vise avec mes fusils quand les vaches ne sont pas là. Dès que j'ai franchi la clôture pour me rendre dans le champ, j'ai immédiatement eu l'impression d'être observé de près. Je l'ai balayé du revers de la main parce que je suis déjà passé par là 1 millier de fois et que je n'ai jamais été dérangé par quoi que ce soit. Je continue donc à marcher et j'ignore le sentiment d'être observé, mais en même temps, je suis conscient de ce sentiment. Je sais que j'ai l'impression d'être observé, mais je n'y prête pas d'attention. La marche vers le champ le long du ruisseau est très courte, peut-être 2 minutes à un rythme lent. Plus je marchais, plus la sensation devenait intense, comme si je me rapprochais de ceux qui m'observaient. À mi-chemin environ, la sensation est devenue si intense que je ne pouvais plus l'ignorer. Le chargeur que j'avais avec moi était déchargé, je me suis donc arrêté et j'ai commencé à le charger. Je n'avais emporté que 20 cartouches parce que j'allais juste faire la visée de mon arme et que 20 cartouches auraient suffi. Je me suis donc arrêté, j'ai fait très attention à ce qui se passait autour de moi et j'ai chargé mon chargeur. Au moment exact où j'ai commencé à mettre des cartouches dans le tambour, j'ai senti une odeur de mort, comme si elle était morte depuis un certain temps et qu'elle pourrissait au soleil. J'ai commencé à regarder autour de moi et juste derrière moi se trouvait ce qui restait d'un opossum. Il était déchiré en morceaux. On aurait dit qu'il avait été placé là pour que je le trouve. La seule chose, c'est qu'il avait l'air d'être mort depuis 20 jours tout au plus, et ce que je sentais semblait bien plus décomposé. Cela ne m'a évidemment pas plu, et j'ai donc doublé le temps de chargement du chargeur. Je suppose que j'aurais dû prendre l'opossum mort comme une dernière chance de faire demi-tour. J'ai décidé de continuer. Je n'avais jamais eu de problème à cet endroit auparavant, alors j'ai supposé que mon cerveau était juste paranoïaque. J'étais presque arrivé au champ quand je l'ai vu. J'étais au bout du ruisseau et le sentiment d'être observé était insupportable. Alors que j'approchais de la fin du ruisseau et de la lisière des bois, j'ai entendu une éclaboussure dans l'eau. Comme j'étais sur les nerfs, je me suis immédiatement tourné vers le bruit, l'arme prête à l'emploi mais sans balle dans la chambre. Je n'oublierai jamais l'homme qui s'éloignait de moi en descendant le ruisseau. Il mesurait au moins 1,80 m, probablement plus. Très maigre. Imaginez un homme adulte qui pèse 120 livres. Étirez-le pour qu'il fasse 2,5 mètres de haut, mais la largeur de son corps reste la même.
Il avait de très longs bras et marchait sur 2 jambes. La peau était tendue sur tout le corps. Il ne faisait aucun bruit, à part l'éclaboussement lorsqu'il marchait dans le ruisseau, pendant qu'il marchait. Il avait aussi une démarche très bizarre, presque comme un dandinement, mais en faisant de grands pas. Mais c'est peut-être parce qu'il était sur la rive boueuse du ruisseau. Il était aussi d'une couleur marron clair, presque comme la couleur d'un cerf. C'est tout ce dont je me souviens pour l'instant, j'éditerai plus tard si je me souviens d'autre chose. Maintenant, je sais pourquoi j'avais l'impression d'être observé. Le chargeur est chargé, la culasse est prête à envoyer une balle dans la chambre. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit à propos de l'extrême fiabilité du chargeur? J'appuie sur le déverrouillage de la culasse de l'arme pour charger une balle, juste au cas où cette chose monstrueuse déciderait d'attaquer, je n'avais pas l'intention de frapper en premier. La cartouche reste coincée et ne sort même pas du chargeur. Je suppose que j'aurais dû prendre l'opossum mort comme une dernière chance de faire demi-tour. J'ai décidé de continuer. Je n'avais jamais eu de problème à cet endroit auparavant, alors j'ai supposé que mon cerveau était juste paranoïaque. J'étais presque arrivé au champ quand je l'ai vu. J'étais au bout du ruisseau et le sentiment d'être observé était insupportable. Alors que j'approchais de la fin du ruisseau et de la lisière des bois, j'ai entendu une éclaboussure dans l'eau. Comme j'étais sur les nerfs, je me suis immédiatement tourné vers le bruit, l'arme prête à l'emploi mais sans balle dans la chambre. Je n'oublierai jamais l'homme qui s'éloignait de moi en descendant le ruisseau. Il mesurait au moins 1,80 m, probablement plus. Très maigre. Imaginez un homme adulte qui pèse 120 livres. Étirez-le pour qu'il fasse 2,5 mètres de haut, mais la largeur de son corps reste la même. Il avait de très longs bras et marchait sur 2 jambes. La peau était tendue sur tout le corps. Il ne faisait aucun bruit, à part l'éclaboussement lorsqu'il marchait dans le ruisseau, pendant qu'il marchait. Il avait aussi une démarche très bizarre, presque comme un dandinement, mais en faisant de grands pas. Mais c'est peut-être parce qu'il était sur la rive boueuse du ruisseau. Il était aussi d'une couleur marron clair, presque comme la couleur d'un cerf. C'est tout ce dont je me souviens pour l'instant, j'éditerai plus tard si je me souviens d'autre chose. Maintenant, je sais pourquoi j'avais l'impression d'être observé. Le chargeur est chargé, la culasse est prête à envoyer une balle dans la chambre. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit à propos de l'extrême fiabilité du chargeur? J'appuie sur le déverrouillage de la culasse de l'arme pour charger une balle, juste au cas où cette chose monstrueuse déciderait d'attaquer, je n'avais pas l'intention de frapper en premier. La cartouche reste coincée et ne sort même pas du chargeur. Je n'avais jamais utilisé ce chargeur auparavant, il n'est donc pas tombé en panne à cause d'un usage intensif. La fermeture de la culasse d'une arme à feu exerce une force suffisante pour vous briser le doigt, alors pourquoi ce chargeur n'a-t-il pas fonctionné? À mon avis, cette chose y est pour quelque chose. Le chargeur n'a plus jamais fonctionné correctement et j'ai dû le renvoyer à Magpul. Inutile de dire que je ne leur ai pas dit que c'était arrivé, je leur ai juste dit que le chargeur avait échoué plusieurs fois. Quoi qu'il en soit, revenons à la chose. Le pistolet s'est bloqué dès la première cartouche, ce qui est généralement le plus facile. L'homme est sorti de là sans courir ni faire de bruit. J'ai été exposé suffisamment longtemps pour obtenir les détails que j'ai fournis à son sujet. Passons maintenant aux hypothèses. Cela s'est passé vers la fin du mois de mai de l'année dernière. J'ai toujours les courriels de Magpul concernant le tambour, donc je les utilise comme référence parce qu'après cela, j'avais besoin de quelque chose de fiable. Pour ce qui est de la créature, moi et un ami qui en sait plus que moi sur ce sujet avons décidé qu'il pourrait s'agir d'une putain de Wendigo. La raison pour laquelle nous pensons qu'il s'agit d'un Wendigo est que tout ce que j'ai décrit leur correspond presque parfaitement. J'avais lu qu'ils sont incroyablement minces et grands, qu'ils ont une odeur de mort qui les suit partout, ce qui explique l'odeur de l'opossum, qu'ils sont très rapides, qu'ils peuvent être de plusieurs couleurs, dont le marron clair, et qu'ils tuent parfois violemment d'autres animaux pour effrayer les humains, encore une fois, l'opossum. La seule chose que nous n'avons pas trouvée, c'est son comportement. Pourquoi suis-je encore en vie? Les Wendigos sont censés être incroyablement agressifs. À part me regarder, il n'a rien fait. Il n'a pas essayé de m'attaquer ou de me confronter, il m'a fui comme s'il avait peur ou comme s'il essayait de m'attirer là où il voulait. Ceci étant dit, je n'ai jamais eu d'autres rencontres avec lui. Je suis allé sur le même terrain, en suivant le même chemin, en m'attendant à être observé,
mais je n'ai jamais eu l'impression d'être observé aussi fortement que ce jour-là. Il y avait quelque chose et vous ne pouvez pas me convaincre du contraire. J'ai essayé de me faire croire qu'on me surveillait, mais cela n'a rien à voir avec ce jour-là. J'ai juste besoin d'en parler pour m'en débarrasser. De plus, si quelqu'un a des informations sur ce que j'ai pu voir ou une meilleure supposition, merci de me le dire. J'ai besoin de savoir ce qu'il y a dans mes bois. Désolé pour le roman, mais j'ai senti que je devais inclure tous les petits détails possibles pour mieux expliquer la situation. Les petits détails font vraiment ressortir à quel point j'aurais pu être complètement dans la merde. Pour revenir un peu en arrière, ma mère, qui n'est ni religieuse ni spirituelle, affirme être hantée depuis plusieurs décennies. Elle dit que le fantôme d'un vieil homme avec un âne se tient à côté de son lit et hurle en silence. Parfois, il disparaît pendant des mois, parfois il réapparaît 3 ou 4 fois par semaine. Elle dit qu'il était là quand j'étais enfant, mais qu'elle n'en a jamais parlé à moi ou à ma sœur jusqu'à ce que nous soyons adultes et que nous ayons déménagé pour ne pas nous effrayer. Il nous a également suivis lors d'un déménagement de 300 miles dans un autre état, mais cela lui a pris 1 an et demi. Comme un chien qui s'est perdu sur une aire de repos. Mon beau-père, catholique non pratiquant, avait l'habitude de rire lorsqu'elle parlait du fantôme. Il y a une dizaine d'années, il a commencé à dire qu'il l'avait vu. Ma mère le trouve ennuyeux, elle s'est souvent plainte qu'elle aimerait que ce fichu fantôme me laisse dormir. Frank confirme simplement qu'il se réveille parfois avec un vieil homme penché sur son lit qui hurle silencieusement pendant que l'âne qu'il tient le regarde. Je me souviens très bien d'être rentré chez moi après l'université, d'avoir passé du temps à boire avec de vieux amis et de m'être réveillé au milieu de la nuit avec l'envie de pisser. Pendant une fraction de seconde, alors que je sortais du lit, je me souviens avoir vu un vieil homme maigre aux cheveux gris, la bouche grande ouverte, mais je n'ai rien entendu. J'ai bondi à l'endroit où il se tenait, me déplaçant avant même que mes yeux ne s'ouvrent. Il était parti et j'ai mis ça sur le compte de la bière, de l'herbe et de l'imagination. Depuis, je n'ai pas passé beaucoup de nuits chez mes parents et je n'ai jamais rien vu d'autre. Il était environ 17 h et je me trouvais dans les montagnes de la Sierra Nevada à l'extérieur de Tahoe sur une crête avec un affleurement très intéressant et à couper le souffle. La pierre était très géométrique et lorsqu'on frappait dessus, elle sonnait comme un réservoir de stockage creux. Alors que je mets les pierres que j'ai ramassées dans mon sac à dos pour la randonnée vers un endroit que j'avais choisi plus tôt pour le campement, j'entends un bruit de battement qui ressemble à l'atterrissage d'un pigeon. Cette mante mesurait au moins 1,5 m de long. Elle se tenait très droite et son abdomen était courbé à un angle extrême, ce qui lui permettait de se tenir à peu près à la hauteur de ma poitrine, je mesure 1,80 m. Elle a attrapé un morceau de nourriture que j'étais en train de manger et m'a regardé fixement pendant qu'elle le mangeait, puis ses ailes se sont déployées et elle s'est envolée. Je me suis senti malade et j'ai eu une très mauvaise migraine par la suite, ce qui n'est pas étrange puisque je souffre de maux de tête en grappe. Je mets cela sur le compte de la déshydratation et d'une migraine, mais le souvenir est si réel. J'ai grandi dans les montagnes. Mes parents possédaient un grand nombre de chevaux et faisaient des excursions dans les montagnes. Je devais m'occuper des chevaux le matin. Nous les laissions paître le soir. Les chevaux portaient une cloche à vache pour qu'on puisse les retrouver plus facilement. Parfois, ils se trouvaient à plusieurs heures du camp. Un matin, les chevaux avaient parcouru une distance considérable et j'avais du mal à les trouver. J'ai marché jusqu'à une zone de forêts anciennes et épaisses. Je commençais à être frustré. Je n'arrivais pas à les trouver et je ne voulais pas retourner au camp sans les chevaux. Au loin, j'ai entendu les cloches. Parfait. J'ai suivi le son jusqu'au bord d'un ruisseau sinueux. Puis les cloches se sont arrêtées. J'ai entendu les cloches dans une autre direction et je les ai suivies. Peut-être l'eau avait-elle transporté le son ? Je pouvais entendre les cloches pendant que je me promenais dans les bois et à chaque fois, elles me conduisaient à un bord différent du ruisseau, de plus en plus profondément dans les bois, puis elles s'arrêtaient. Cela s'est produit 3 ou 4 fois de plus avant que je n'écoute mon instinct et que je me tire de là. Le plus troublant, c'est qu'à mon retour au camp, les chevaux étaient entrés d'eux-mêmes, ce qui est rare, et qu'ils avaient tous été retrouvés.
Les guides autochtones m'ont dit qu'ils pensaient qu'il s'agissait d'un esprit malveillant qui essayait de m'attirer jusqu'à ce que je sois désespérément perdu. Au Japon, je rentrais à pied du train vers minuit. J'avais parcouru ce chemin de nombreuses fois et je n'avais jamais eu peur la nuit. Le Japon est très sûr et très calme la nuit. Serein et calme, du moins autour de la base militaire. Cette nuit, les enseignes et les panneaux publicitaires n'étaient pas là où ils étaient normalement, ils avaient disparu. Les bâtiments avaient l'air plus vieux, ou n'existaient pas du tout. Tout était différent. Les lampadaires semblaient lointains alors qu'ils se trouvaient juste devant moi. Comme s'il y avait un écran devant eux. J'ai vu des gens dehors en train de faire des tâches ménagères, de laver du linge, de nettoyer un poisson sur un bloc de bois. C'était à minuit. Personne ne faisait de bruit. Je courais pratiquement à ce moment-là et je suis certain qu'il n'appartenait pas au monde des vivants ou des êtres surnaturels. Lorsque je me suis approché de la base, tout est revenu à la normale. C'était très effrayant et cela m'a vraiment affecté. Je ne l'oublierai jamais. J'ai entendu des légendes que certains cryptides créent des fausses réalités momentanées, c'était peut-être ce que j'ai vu. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.